Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfinguet, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est enregistrée, donc vous la recevrez un peu plus tard, sans doute aux alentours de 7 ou 8 heures du matin en France. Aujourd'hui, je vais aborder quelques sujets complémentaires, parce que j'ai dit que je ne ferai plus de vidéos, donc c'est juste des petits sujets complémentaires par rapport à ce qui a été dit. Alors, par rapport à la famine qui s'en vient à cause de la désorganisation des moyens de production et des commerces et des filières d'approvisionnement, il faut se souvenir qu'on a connu une situation similaire dans l'entre-deux-guerres en Ukraine. Dans l'entre-deux-guerres, les autorités soviétiques ont décidé d'en finir avec les Ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils les ont affamés. Donc, ils ont organisé une pénurie en prétendant qu'il y avait eu des mauvaises récoltes et ils ont décimé de plusieurs millions la population ukrainienne. Donc la faim comme instrument de contrôle, c'est quelque chose qui a toujours existé dans toutes les sociétés, c'est pas une spécificité du programme de gouvernance mondiale. Je renvoie au livre d'ailleurs de M. Attali sur la question de l'alimentation. L'alimentation, de quoi est-elle le nom? Qui est un livre très intéressant qui nous parle de l'alimentation synthétique et de l'alimentation du futur, dans le cadre d'une surpopulation ou dans le cadre où, tout en maîtrisant le génome humain pour affiner la reproduction humaine, dans leur idée à eux, il faudrait aussi faire des organismes génétiquement modifiés dans leur lignée à eux. Alors pour les organismes génétiquement modifiés, le problème c'est que la nature les tue assez rapidement, donc il n'y a pas d'inquiétude pour les contaminations, on en trouve à peine des traces, comme tous les monstres et les hybrides. Et par contre, on s'est aperçu que les rats qui consommaient des OGM, donc les expériences avaient été limitées à 6 mois, mais quand on le faisait sur 2 ou 3 ans, c'était un désastre pour les animaux. Et que pensaient des gens qui consomment ces animaux-là? Voilà. Donc il y a des causes multiples pour le cancer. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse. Mon cancer est pour le moment définitivement soigné. Peut-être il reviendra, j'en sais rien. Donc il n'y a aucun cancer qui me mange et qui serait une punition de ma pourriture intérieure et de la pourriture de mes propos, etc. Je pense que ces propos-là, ils sont dits par Jabba pour offenser, pour faire réagir. C'est comme par exemple quand j'ai des garçons qui me quittent, ils se mettent à m'insulter sur ma poche de colostomie et mon abdomen, donc je sais que ils s'accommodaient très bien de la chose quand ils étaient avec moi et qu'ils profitaient de mes largesses, mais quand ils s'en vont, c'est le plaisir de faire de la peine, d'humilier, etc. Donc je pense c'est avant tout deux choses. Un, le plaisir de faire de la peine gratuitement, ça c'est clair. Et deuxièmement, c'est des conceptions. Et ces conceptions, c'est les conceptions de Rudolf Steiner, et on y revient. Les conceptions de Rudolf Steiner sur la maladie. Pour Rudolf Steiner, si vous générez une maladie, c'est parce qu'il y a une distorsion dans votre âme et dans votre système énergétique. Alors, c'est pas complètement faux. Il y a des maladies qui sont d'origine électromagnétique, il y a des maladies qui sont d'origine psychique. Le fait est, c'est que de perdre mon mari, d'être 4 ans en maison d'arrêt, pas en prison, j'ai jamais été en prison, il faudrait que j'aurais été condamné pour ça, j'ai jamais été condamné. Et ça peut générer des cancers. Mais il y a aussi des causes extérieures, c'est-à-dire quand vous êtes près d'une centrale atomique, par exemple, quand vous êtes près d'un lieu de pollution chimique, lorsque vous avez des gènes qui sont un peu défaillants. Moi, je suis du côté second, donc jusqu'à Louis II, il y a pas mal de cancers. Les seconds, il y a beaucoup de cancers, et d'ailleurs, ils sont tous morts de cancer. Voilà. Grosso modo, y compris mon père, y compris mon grand-père, y compris ma grand-mère, voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a des familles qui sont un petit peu plus prédisposées au cancer que d'autres, au développement de tumeurs. Voilà. Ça dépend des... Je pense aussi que les gens qui ont des fonctions sociales élevées ont tendance à avoir plus de cancer que les gens qui vivent dehors, dans la nature, au cul des vaches. Voilà. Ça dépend des... Je pense aussi que les gens qui ont des fonctions sociales élevées ont tendance à avoir plus de cancer que les gens qui vivent dehors, dans la nature, au cul des vaches. Voilà. La deuxième question que je voulais aborder avec vous, c'est j'ai vu une vidéo de Madame Bugot, excellentissime, sur la description du programme de gouvernance mondiale. Et elle nous annonce plusieurs choses. Elle nous annonce que, alors d'abord c'est très intéressant parce qu'elle appelle la démocratie l'urne funéraire.
c'est-à-dire l'urne dans laquelle vous dites adieu à votre souveraineté, voilà, personnelle. Et elle nous dit que le système actuel, le système de l'Empire britannique, qui gouverne par les mers et par les airs même maintenant, tandis que la Chine a toujours gouverné par la terre, ainsi que la Russie, c'est un système de mensonges permanents, de corruption financière et d'attentats false flag. Donc elle disait qu'on n'est pas à l'abri dans le contexte actuel de manipulation de masse, ou qu'elle décrit de la façon suivante. Elle dit jusqu'à présent c'était les grands groupes de capitaux qui géraient complètement la démocratie américaine et puis la démocratie européenne. C'est ces grands groupes de capitaux qui géraient tout derrière. Sauf que maintenant, ils font leur coming out, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent qu'on sache que c'est eux. Voilà. Et d'ailleurs, une chaîne comme la mienne n'aurait eu aucune raison d'exister, il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans. Je me souviens que le Web 2.0, c'était déjà révolutionnaire. Ce qu'elle nous annonce, c'est que pour elle, il y a deux scénarios pour l'oligarchie marchande anglo-saxonne. C'est soit les gens restent calmes et l'élection sera truquée, l'élection présidentielle sera truquée, par exemple avec Zemmour ou avec des tricheries. Il y a déjà eu des démonstrations qu'on pouvait hacker très facilement les logiciels qui ont été utilisés. Et ce qui est très intéressant, c'est que la société qui normalement doit valider les machines à voter françaises, elle se trouve à Houston, au Texas. Ça en dit long. Voilà. D'autre part, elle nous dit que si jamais la population continue à résister, elle aura une guerre civile. On va aller à la guerre civile et à ce moment-là, c'est l'armée qui interviendra. Et à ce moment-là, la France va disparaître en tant que telle. Il ne sera plus qu'un ensemble de, je crois, 14 lenders de l'Union européenne avec une gestion par l'Union européenne. Il y a déjà un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est la Pologne. C'est la Hongrie de M. Urban. Viktor Urban, c'est la Pologne. Alors la Pologne, c'est pas étonnant, la Pologne c'est le pays le plus catholique d'Europe et c'est le pays qui a juifs pratiquement zéro, musulmans pratiquement zéro, homosexuels ils ont le droit de se taire, les francs-maçons sont tenus de se faire le plus discret possible, voilà, s'ils veulent ne pas être embêtés. Les Juifs attendent toujours leur indemnisation et la Pologne vient dire que sa constitution est supérieure aux traités internationaux, ce qui bouleverse la hiérarchie des normes telle qu'on la connaissait dans les démocraties occidentales. Donc les démocraties, autrefois, ça fonctionnait pas tout à fait comme ça. Je vais vous expliquer comment ça a fonctionné au cours de l'histoire. Donc au cours de l'histoire, on avait d'abord la synarchie, que vous connaissez, c'est-à-dire chacun des groupes, eh bien, il y avait un consensus, soit par des élections, soit par des votes, soit parce que élection et vote, c'est deux choses différentes, soit par la cooptation, soit par la reconnaissance et l'ancienneté, qui formait une élite, et c'est cette élite qui dirigeait, mais en consultant tout le temps la base, et avec intelligence et avec humanité. C'était pas un système autoritaire et autocratique. Avec l'État, avec l'oligarchie marchande, avec l'oligarchie terrienne française, il est apparu un autre système, c'est qu'il y a un système juridique. Dans ce système juridique, il y avait un organe bicéphale, donc il y avait le droit canon et le droit laïque. Alors le droit canon, c'est le droit de l'Église catholique, il est inspiré des évangiles et de la Torah. Le droit laïque, généralement, il était né des usages du droit salien. Donc les francs saliques, c'est les premiers francs qui ont envahi la Gaule pour faire la France. Donc le droit laïque, il est fait, et du droit romain. Et plus on ira, plus il y aura de droit romain. D'ailleurs, l'école platonicienne de Florence, elle enseignait aussi le droit justinéen, qui était... moi, j'ai fait des cours de droit romain à l'université avec le professeur Gilles. Et on était 15 étudiants à peu près sur 500 ou 600 élèves de deuxième année de droit. Voilà, ça vous dit l'intérêt des étudiants pour comprendre. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre par cœur et avoir leurs examens, puis après bosser. Donc autrefois, on avait le droit canon et le droit laïque. Donc on avait des juridictions assorties. Donc on avait des juridictions cléricales, ou canoniques, plutôt cléricales, et on avait des juridictions civiles. Voilà. Et donc les juridictions de droit canon, elles dépendaient du pape. Les juridictions de droit laïque, elles dépendaient du roi. Et généralement, quand on était du côté germanique, il y avait un empereur. Hein. Mais en France, le roi étant empereur en son royaume, eh bien, c'était le roi qui prenait la décision, quelquefois par-dessus les juridictions ecclésiastiques quand on était en terre du roi. Voilà. Au Vatican, par exemple, enfin, dans les États pontificaux, c'était le pape qui tenait lieu
de chef suprême de tout. Il était d'ailleurs élu à l'acclamation par la population de Rome. Voilà. Ça vous dit la qualité des papes, et on comprend un peu mieux ce qu'était devenue cette institution au moment de la réforme protestante. Les critiques de Calvin et de Luther, elles étaient tout à fait justifiées. Hein. C'est comme les critiques de Marx sur le nazisme et sur la société capitaliste, elles sont tout à fait justifiées, sauf que la solution qui était proposée, elle était déplorable. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, les remèdes sont pires que la maladie. Voilà, souvent on meurt des remèdes et on meurt pas de la maladie. Voilà, la maladie ça se soigne, tandis que quelquefois c'est les remèdes qui nous tuent. Voilà. Donc dans ce contexte-là, ça c'était le contexte de l'Ancien Régime. Alors les juristes du roi de France, ils ont développé surtout le droit salien. Avec la démocratie, il a apparu un autre système, un système qui est alors vraiment tout à fait différent et qui n'a rien à voir avec ce système. C'est un système qui est complètement laïque. Complètement laïque. Et dans ce système laïque, il y a la hiérarchie suivante. Donc à la base, il y a les règlements. Enfin même à la base, il y a les circulaires de l'administration. Les circulaires, les notes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les circulaires, les notes. Au-dessus, il y a les règlements. Au-dessus, il y a les lois. Au-dessus, il y a la Constitution, plus le bloc de constitutionnalité. Voilà. Et tout à fait en haut, il y a les traités, les TI, les traités internationaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors en Europe, les traités internationaux, il y a en bas tout ce qui dépend de l'Union européenne. Et puis au-dessus, il y a les grands textes internationaux qui sont généralement liés à l'ONU. Voilà. Donc on est dans un système pyramidal où l'information, elle vient de l'ONU, puis elle va redescendre à travers les traités internationaux élus, elle va redescendre vers la Constitution, puis vers les lois, puis vers les règlements, puis vers les circulaires administratives, voilà, et les notes administratives. La Pologne vient de dire que la Constitution polonaise est supérieure aux traités internationaux. Donc de facto, la Pologne est au moins sortie de l'UE. C'est-à-dire juridiquement, la Pologne n'est plus dans l'UE, elle ne remplit plus les conditions de l'UE. Donc a priori, elle devrait être exclue. Voilà. Voilà, sauf à revenir sur sa décision. De toute façon, vu l'argent que file le contribuable allemand et file le contribuable français et italien à la Pologne depuis des décennies, ils se sont bien enrichis. Ils ont exporté 60% de leur population. Ils ont pompé un maximum de fonds européens. Il faut savoir qu'en France, vous avez des autoroutes payantes dont les bénéfices, qui ont été payés par les Français, dont les bénéfices vont à une société espagnole. Tandis qu'en Pologne, vous avez des autoroutes gratuites payées par l'Union européenne. Voilà, et avec l'argent du contribuable français. Enfin, plutôt avec l'argent de la dette française, parce que les Français, ils vivent à crédit. Hein. Les Français, ils payent les intérêts de la dette en plus. Donc, ils sont obligés de s'endetter pour avoir de quoi vivre. Et pour l'instant, le plus gros poste, c'est le remboursement de la dette, des intérêts de la dette. Voilà. Donc, on se demande bien pourquoi l'État français ne fabrique pas son argent lui-même et pourquoi il a besoin de banquiers pour aller emprunter de l'argent auprès de l'Union européenne, et la Banque centrale européenne, et le revendre à la France. On a un système où la Banque centrale européenne émet des euros. Les banquiers vont faire un emprunt à la Banque centrale européenne et ils revendent l'argent que leur a vendu l'Union européenne, enfin la Banque centrale européenne aux États. C'est intéressant, voilà. Et après, l'État va devoir rembourser les banques avec intérêt. Les banques vont rembourser l'Union européenne avec des intérêts très faibles et l'Union européenne va détruire l'argent. Voilà, sauf si elle veut générer de l'inflation. Mais jusqu'à présent, on détruisait assez d'argent pour qu'il y ait très peu d'inflation dans la zone euro. Voilà, quand il y a plus d'inflation, ça profite beaucoup aux banquiers et ça profite beaucoup aux personnes qui ont de l'argent. Et quand il y a beaucoup d'inflation, ça profite beaucoup à la population. C'est pour ça que la première chose qu'a fait la République de Weimar, c'est de dévaluer le mark. Et c'est ensuite ce qu'a fait Hitler. Il a fait que le mark valait 0. Donc les dettes qui avaient été rédigées en mark au traité de Versailles valaient 0. Donc l'Allemagne n'avait plus rien à rembourser ou presque. Et donc elle pouvait utiliser son argent pour se reconstruire, ce qu'a fait Hitler. Il a reconstruit l'Allemagne. Et puis il a surtout développé un système d'armement assez unique pour l'époque. Et puis donc ensuite, ça a été l'offensive et l'Allemagne a été détruite. Voilà. Parce que en réalité, ce qu'a fait le dictateur allemand était ni plus ni moins qu'une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'il dépouillait les juifs, il dépouillait les tziganes, les francs-maçons, enfin tout ce qui lui tombait sur la main, et puis grâce à ça, il finançait la corruption.
et il finançait ces opérations. Grâce à l'arnaque des Volkswagen coccinelles, donc il faut savoir que les Allemands leur avaient dit vous payez tous les mois dans 5 ans, vous aurez la voiture. Ils ont payé pendant 5 ans jusqu'en 1938, 1939. Il y a eu des premières livraisons de Volkswagen. Le logo Volkswagen, quand vous le faites tourner, ça fait une croix gammée, c'est volontaire. C'est pour ça qu'ils en mettent jamais sur les roues. Et ensuite, ça a été la guerre, donc avec l'annexion de la Pologne, etc. Puis après la guerre avec l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne, donc ça a été fini. Voilà. Donc, de facto, on aura une guerre civile avec les pays européens qui n'auront pas quitté l'Union européenne. Alors, il faut savoir que normalement, tout l'Est va repartir du côté russe. Ça sera leur avantage en matière de souveraineté, en matière d'indépendance nationale, en matière de finances. Ça serait mieux pour les pays de l'Est, maintenant qu'ils nous ont fait les poches et qu'on les a gavés d'argent européen et du contribuable français et qu'on a détruit la classe moyenne d'Europe occidentale. Vous allez voir que les pays de l'Est qui nous ont fait les poches vont retourner vers la Russie. C'est le système roumain. On vient en France pour faire des hold-up. Et s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je suis de la Roumanie, je suis de la Pologne, je suis l'électricien, j'y fais la manche. Au moins, le polonais, il travaille. Dans la plupart des cas, le roumain, non. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu des employés roumains, ils travaillaient très bien au demeurant, voilà. Mais bon, leur objectif, c'était pas de rester en France, c'était de retrouver en Roumanie et qui s'étaient exportés pour faire de l'argent. Il y a que moi qui vais vivre à l'étranger par amour du pays ou pour mes idées. Hein. Les gens, quand ils vont vivre à l'étranger, c'est pour l'argent. Hein. Voilà. Donc, comme nous dit Madame Bugeaud, on va arriver soit à une guerre civile avec une disparition de la France et l'annexion, ni plus ni moins, par l'Union européenne, ou alors on va aller jusqu'aux élections et elles seront truquées. Alors, je vous ai dit pour les élections qu'il n'y avait pas énormément de scénarios. Il y a encore un an, j'étais convaincu de la réélection d'Emmanuel Macron. Voilà, donc on a le scénario Macron. Et pour faire élire Macron, il faut empêcher Le Pen d'aller au deuxième tour. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un candidat X, Y ou Z qui aille au deuxième tour. Et pour l'instant, ça serait monsieur l'Algérien Éric Zemmour. Le juif apostat algérien Éric Zemmour, converti au républicanisme laïque français. Voilà, et qu'est-ce que j'ai mal au bras encore. Et donc on est dans un scénario de réélection d'Emmanuel Macron avec 17% des voix à peu près. Voilà, il a un assez bon indice de satisfaction. Il y a 41% des Français qui sont satisfaits de lui. Et je dois dire qu'on peut être satisfait de lui. Il a foutu l'économie par terre. Il a fait 600 milliards de dettes ou 400 milliards, non 600 milliards de dettes. Il a foutu le pays à feu et à sang. Les Français haïssent leur police, n'ont plus confiance. Il a supprimé 1400 lits dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a vendu des fleurons du capital français à l'étranger. Il est en train d'essayer d'ailleurs de le renationaliser par des sociétés écrans. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Monsieur Macron? Il a appliqué tout ce que lui demandait l'OTAN, puisque c'est un agent de l'OTAN. Tiens, encore un. Il n'est pas polonais, Macron, il est français. Sa femme est peut-être polonaise, j'en sais rien, faudrait voir. Voilà. Là, ça serait le pompon. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce soir avant d'aller dormir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Des questions. Ah oui, je voulais parler de la psychotronique. Alors, il y a des choses qu'on dit Jabba qui sont très intéressantes parce que c'est des choses qui viennent de la théosophie. Et ces histoires de la théosophie, on le trouve beaucoup chez les personnes de la psychotronique. Comme je vous ai expliqué dans le cours sur le bouddhisme, la noblesse, elle est vraiment obsédée par les mémoires. Et la psychotronique par les mémoires et la création de mémoires artificielles, c'est ce qu'on appelle l'alter ego synthétique. Voilà, je vous reviendrai sur la psychotronique en complément. La psychotronique, elle sert à créer donc des alters synthétiques et tout ça, c'est basé sur la mémoire. Et alors donc la grande trouille des gens du psychotronique, c'est savoir quelle mémoire vous avez à l'intérieur de vous et quelle mémoire ils vont y coller. Voilà. Selon le niveau d'amplification des suggestions psychotroniques, soit vous allez être mis sous hypnose et vous allez obéir comme un bon petit robot, parce qu'il y a des encodeurs qui gèrent votre vie, que votre mari a des visions. Celle-là, elle est forte. Je peux te dire que celle-là, elle est forte. Enfin, au moins, ils ont réalisé qu'ils sont des pantins. C'est incroyable. Enfin bon, c'est pas grave. On a remis, comme je fais d'habitude avec les pions, je les laisse faire. Et ça se retourne contre eux. Et ensuite, je les remets dans l'enveloppe et je les renvoie à l'expéditeur. Voilà.
Donc, Jabba nous dit, ta maladie, c'est ton karma, c'est toi avec tes pensées. Alors, c'est tout à fait psychodélique. C'est ta pensée qui crée la matière. Alors, moi, je vais penser, une pièce de 5 euros en or va apparaître dans ma main. Je le pense, je le pense, je le pense. Ah, elle est parvenue. Non, c'est la loi d'affinité, ça va l'attirer du cosmos. Ça, c'est ce genre de croyance qu'ils ont. Évidemment, quand on a des encodeurs qui supervisent, c'est plus facile de suggestionner un mec pour venir te les donner les 5 euros. Voilà, en or, ou en argent, ou en fer, ou en ce que vous voulez. D'autre part, qu'est-ce que les idioties... Ah oui, l'homosexualité. Alors, le coït anal, ça fait mal. Mais c'est horrible, mec. Ça fait mal de se faire enculer. Ça rend fou. C'est pour ça que t'es fou, parce que tu te fais enculer. C'est ce qu'a dit Jabba. Ben non. Peut-être la première fois, ça fait mal quand on est jeune, mais demande aux femmes qui ont des rapports sexuels anaux, demande aux hommes qui ont des rapports sexuels anaux. Au contraire, ça masse la prostate et ça se donne ce qu'on appelle un coït anal avec un orgasme anal. Ouais. L'être humain, l'homosexualité, elle est naturelle, elle existe dans la nature, et il y a plein de choses que fait l'être humain qui n'existent pas dans la nature et qui sont bien, bien quand même. Donc la nature, c'est pas un critère. Il y a des choses dans la nature qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, et il y a des choses artificielles qui sont bonnes et sont mauvaises. Alors l'homosexualité, qu'elle soit artificielle ou qu'elle soit naturelle, eh bien pour moi, elle est bonne. Voilà. Pour toi, elle est mauvaise parce que tu as peur d'avoir mal. Bon, ben c'est ton problème. Voilà. Excusez-moi un petit instant. Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfinguet, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est enregistrée, donc vous la recevrez un peu plus tard, sans doute aux alentours de 7 ou 8 heures du matin en France. Aujourd'hui, je vais aborder quelques sujets complémentaires, parce que j'ai dit que je ne ferai plus de vidéos, donc c'est juste des petits sujets complémentaires par rapport à ce qui a été dit. Alors, par rapport à la famine qui s'en vient à cause de la désorganisation des moyens de production et des commerces et des filières d'approvisionnement, il faut se souvenir qu'on a connu une situation similaire dans l'entre-deux-guerres en Ukraine. Dans l'entre-deux-guerres, les autorités soviétiques ont décidé d'en finir avec les Ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils les ont affamés. Donc, ils ont organisé une pénurie en prétendant qu'il y avait eu des mauvaises récoltes, et ils ont décimé de plusieurs millions la population ukrainienne. Donc, la faim comme instrument de contrôle, c'est quelque chose qui a toujours existé dans toutes les sociétés. C'est pas une spécificité du programme de gouvernance mondiale. Je renvoie au livre d'ailleurs de Monsieur Attali sur la question de l'alimentation. De quoi est-elle le nom? Qui est un livre très intéressant qui nous parle de l'alimentation synthétique et de l'alimentation du futur, dans le cadre d'une surpopulation, ou dans le cadre où, tout en maîtrisant le génome humain pour affiner la reproduction humaine, dans leur idée à eux, il faudrait aussi faire des organismes génétiquement modifiés dans leur lignée à eux. Alors pour les organismes génétiquement modifiés, le problème c'est que la nature les tue assez rapidement, donc il n'y a pas d'inquiétude pour les contaminations, on en trouve à peine des traces, comme tous les monstres et les hybrides. Et par contre, on s'est aperçu que les rats qui consommaient des OGM, donc les expériences avaient été limitées à 6 mois, mais quand on le faisait sur 2 ou 3 ans, c'était un désastre pour les animaux. Et que pensaient des gens qui consomment ces animaux-là? Voilà. Donc il y a des causes multiples pour le cancer. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse. Mon cancer est pour le moment définitivement soigné. Peut-être il reviendra, j'en sais rien. Donc il n'y a aucun cancer qui me mange et qui serait une punition de ma pourriture intérieure et de la pourriture de mes propos, etc. Je pense que ces propos-là, ils sont dits par Jabba pour offenser, pour faire réagir. C'est comme par exemple quand j'ai des garçons qui me quittent, ils se mettent à m'insulter sur ma poche de colostomie et mon abdomen, donc je sais que ils s'accommodaient très bien de la chose quand ils étaient avec moi et qu'ils profitaient de mes largesses, mais quand ils s'en vont, c'est le plaisir de faire de la peine, d'humilier, etc. Donc je pense c'est avant tout deux choses. Un, le plaisir de faire de la peine gratuitement, ça c'est clair. Et deuxièmement, c'est des conceptions. Et ces conceptions, c'est les conceptions de Rudolf Steiner, et on y revient. Les conceptions de Rudolf Steiner sur la maladie. Pour Rudolf Steiner, si vous générez une maladie, c'est parce qu'il y a une distorsion dans votre âme et dans votre système énergétique. Alors, c'est pas complètement faux. Il y a des maladies qui sont d'origine électromagnétique, il y a des maladies qui sont d'origine psychique. Le fait est, c'est que de perdre mon mari, d'être 4 ans en maison d'arrêt, pas en prison, j'ai jamais été en prison. Il faudrait que j'aurais été condamné pour ça, j'ai jamais été condamné.
Et ça peut générer des cancers. Mais il y a aussi des causes extérieures, c'est-à-dire quand vous êtes près d'une centrale atomique, par exemple, quand vous êtes près d'un lieu de pollution chimique, lorsque vous avez des gènes qui sont un peu défaillants. Moi, je suis du côté second, donc jusqu'à Louis second, il y a pas mal de cancers. Les seconds, il y a beaucoup de cancers, et d'ailleurs, ils sont tous morts de cancer. Voilà. Grosso modo, y compris mon père, y compris mon grand-père, y compris ma grand-mère, voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a des familles qui sont un petit peu plus prédisposées au cancer que d'autres, au développement de tumeurs. Voilà. Ça dépend des... Je pense aussi que les gens qui ont des fonctions sociales élevées ont tendance à avoir plus de cancer que les gens qui vivent dehors, dans la nature, au cul des vaches. Voilà. La deuxième question que je voulais aborder avec vous, c'est j'ai vu une vidéo de Madame Bugeaud, excellentissime, sur la description du programme de gouvernance mondiale. Et elle nous annonce plusieurs choses. Elle nous annonce que, alors d'abord c'est très intéressant parce qu'elle appelle la démocratie l'urne funéraire, c'est-à-dire l'urne dans laquelle vous dites adieu à votre souveraineté, voilà, personnelle. Et elle nous dit que le système actuel, le système de l'Empire britannique qui gouverne par les mers, et par les airs même maintenant, tandis que la Chine a toujours gouverné par la terre, ainsi que la Russie, c'est un système de mensonges permanents, de corruption financière et d'attentats false flag. Donc elle disait qu'on n'est pas à l'abri dans le contexte actuel de manipulation de masse, ou qu'elle décrit de la façon suivante. Elle dit jusqu'à présent c'était les grands groupes de capitaux qui géraient complètement la démocratie américaine et puis la démocratie européenne. C'est ces grands groupes de capitaux qui géraient tout derrière. Sauf que maintenant, ils font leur coming out, c'est-à-dire que maintenant, ils veulent qu'on sache que c'est eux. Voilà. Et d'ailleurs, une chaîne comme la mienne n'aurait eu aucune raison d'exister, ni ne serait-ce que 15 ou 20 ans. Je me souviens que le Web 2.0, c'était déjà révolutionnaire. Ce qu'elle nous annonce, c'est que pour elle, il y a deux scénarios pour l'oligarchie marchande anglo-saxonne. C'est soit les gens restent calmes et l'élection sera truquée, l'élection présidentielle sera truquée, par exemple avec Zemmour ou avec des tricheries. Il y a déjà eu des démonstrations qu'on pouvait hacker très facilement les logiciels qui ont été utilisés. Et ce qui est très intéressant, c'est que la société qui normalement doit valider les machines à voter françaises, elle se trouve à Houston, au Texas. Ça en dit long. Voilà. D'autre part, elle nous dit que si jamais la population continue à résister, elle aura une guerre civile. On va aller à la guerre civile et à ce moment-là, c'est l'armée qui interviendra. Et à ce moment-là, la France va disparaître en tant que telle. Il ne sera plus qu'un ensemble de, je crois, 14 lenders de l'Union européenne avec une gestion par l'Union européenne. Il y a déjà un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est la Pologne. C'est la Hongrie de M. Urban. Viktor Urban, c'est la Pologne. Alors la Pologne, c'est pas étonnant, la Pologne c'est le pays le plus catholique d'Europe et c'est le pays qui a juifs pratiquement zéro, musulmans pratiquement zéro, homosexuels ils ont le droit de se taire, les francs-maçons sont tenus de se faire le plus discret possible, voilà, s'ils veulent ne pas être embêtés. Les Juifs attendent toujours leur indemnisation et la Pologne vient dire que sa constitution est supérieure aux traités internationaux, ce qui bouleverse la hiérarchie des normes telle qu'on la connaissait dans les démocraties occidentales. Donc les démocraties, autrefois, ça fonctionnait pas tout à fait comme ça. Je vais vous expliquer comment ça a fonctionné au cours de l'histoire. Donc au cours de l'histoire, on avait d'abord la synarchie, que vous connaissez, c'est-à-dire chacun des groupes, eh bien, il y avait un consensus, soit par des élections, soit par des votes, soit parce que élection et vote, c'est deux choses différentes, soit par la cooptation, soit par la reconnaissance et l'ancienneté, qui formait une élite, et c'est cette élite qui dirigeait, mais en consultant tout le temps la base, et avec intelligence et avec humanité. C'était pas un système autoritaire et autocratique. Avec l'État, avec l'oligarchie marchande, avec l'oligarchie terrienne française, il est apparu un autre système, c'est qu'il y a un système juridique. Dans ce système juridique, il y avait un organe bicéphale, donc il y avait le droit canon et le droit laïque. Alors le droit canon, c'est le droit de l'Église catholique, il est inspiré des évangiles et de la Torah. Le droit laïque, généralement, il était né des usages du droit salien. Donc les francs saliques, c'est les premiers francs qui ont envahi la Gaule pour faire la France. Donc le droit laïque, il est fait, et du droit romain. Et plus on ira, plus il y aura de droit romain. D'ailleurs, l'école platonicienne de Florence, elle enseignait aussi le droit justinéen, qui était... moi, j'ai fait des cours de droit romain à l'université,
avec le professeur Gilles. Et on était 15 étudiants à peu près sur 500 ou 600 élèves de deuxième année de droit. Voilà, ça vous dit l'intérêt des étudiants pour comprendre. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre par cœur et avoir leurs examens, et puis après bosser. Donc autrefois, on avait le droit canon et le droit laïque. Donc on avait des juridictions assorties. Donc on avait des juridictions cléricales ou canoniques, plutôt cléricales, et on avait des juridictions civiles. Voilà. Et donc les juridictions de droit canon, elles dépendaient du pape. Les juridictions de droit laïque, elles dépendaient du roi. Et généralement, quand on était du côté germanique, il y avait un empereur. Hein. Mais en France, le roi étant empereur en son royaume, eh bien, c'était le roi qui prenait la décision, quelquefois par-dessus les juridictions ecclésiastiques quand on était en terre du roi. Voilà. Au Vatican, par exemple, enfin, dans les États pontificaux, c'était le pape qui tenait lieu de chef suprême de tout. Il était d'ailleurs élu à l'acclamation par la population de Rome. Voilà. Ça vous dit la qualité des papes, et on comprend un peu mieux ce qu'était devenue cette institution au moment de la réforme protestante. Les critiques de Calvin et de Luther, elles étaient tout à fait justifiées. Hein. C'est comme les critiques de Marx sur le nazisme et sur la société capitaliste, elles sont tout à fait justifiées, sauf que la solution qui était proposée, elle était déplorable. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, les remèdes sont pires que la maladie. Voilà, souvent on meurt des remèdes et on meurt pas de la maladie. Voilà, la maladie ça se soigne, tandis que quelquefois c'est le remède qui nous tue. Voilà. Donc dans ce contexte-là, ça c'était le contexte de l'Ancien Régime. Alors les juristes du roi de France, ils ont développé surtout le droit salien. Avec la démocratie, il a apparu un autre système, un système qui est alors vraiment tout à fait différent et qui n'a rien à voir avec ce système. C'est un système qui est complètement laïque. Complètement laïque. Et dans ce système laïque, il y a la hiérarchie suivante. Donc à la base, il y a les règlements. Enfin même à la base, il y a les circulaires de l'administration. Les circulaires, les notes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les circulaires, les notes. Au-dessus, il y a les règlements. Au-dessus, il y a les lois. Au-dessus, il y a la Constitution, plus le bloc de constitutionnalité. Voilà. Et tout à fait en haut, il y a les traités, les TI, les traités internationaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors en Europe, les traités internationaux, il y a en bas tout ce qui dépend de l'Union européenne. Et puis au-dessus, il y a les grands textes internationaux qui sont généralement liés à l'ONU. Voilà. Donc on est dans un système pyramidal où l'information, elle vient de l'ONU, puis elle va redescendre à travers les traités internationaux élus, elle va redescendre vers la Constitution, puis vers les lois, puis vers les règlements, puis vers les circulaires administratives, voilà, et les notes administratives. La Pologne vient de dire que la Constitution polonaise est supérieure aux traités internationaux. Donc, de facto, la Pologne est au moins sortie de l'UE. C'est-à-dire, juridiquement, la Pologne n'est plus dans l'UE, elle ne remplit plus les conditions de l'UE. Donc, a priori, elle devrait être exclue. Voilà. Voilà, sauf à revenir sur sa décision. De toute façon, vu l'argent que file le contribuable allemand et file le contribuable français et italien à la Pologne depuis des décennies, ils se sont bien enrichis. Ils ont exporté 60% de leur population. Ils ont pompé un maximum de fonds européens. Il faut savoir qu'en France, vous avez des autoroutes payantes dont les bénéfices, qui ont été payés par les Français, dont les bénéfices vont à une société espagnole. Tandis qu'en Pologne, vous avez des autoroutes gratuites payées par l'Union européenne. Voilà, et avec l'argent du contribuable français. Enfin, plutôt avec l'argent de la dette française, parce que les Français, ils vivent à crédit. Hein. Les Français, ils payent les intérêts de la dette en plus. Donc, ils sont obligés de s'endetter pour avoir de quoi vivre. Et pour l'instant, le plus gros poste, c'est le remboursement de la dette, des intérêts de la dette. Voilà. Donc, on se demande bien pourquoi l'État français ne fabrique pas son argent lui-même et pourquoi il a besoin de banquiers pour aller emprunter de l'argent auprès de l'Union européenne, et la Banque centrale européenne, et le revendre à la France. On a un système où la Banque centrale européenne émet des euros. Les banquiers vont faire un emprunt à la Banque centrale européenne et ils revendent l'argent que leur a vendu l'Union européenne, enfin la Banque centrale européenne aux États. C'est intéressant, voilà. Et après, l'État va devoir rembourser les banques avec intérêt. Les banques vont rembourser l'Union européenne avec des intérêts très faibles et l'Union européenne va détruire l'argent. Voilà, sauf si elle veut générer de l'inflation. Mais jusqu'à présent, on détruisait assez d'argent pour qu'il y ait très peu d'inflation dans la zone euro.
Voilà, quand il y a plus d'inflation, ça profite beaucoup aux banquiers et ça profite beaucoup aux personnes qui ont de l'argent. Et quand il y a beaucoup d'inflation, ça profite beaucoup à la population. C'est pour ça que la première chose qu'a fait la République de Weimar, c'est de dévaluer le mark. Et c'est ensuite ce qu'a fait Hitler. Il a fait que le mark valait zéro. Donc les dettes qui avaient été rédigées en mark au traité de Versailles valaient zéro. Donc l'Allemagne n'avait plus rien à rembourser ou presque. Et donc elle pouvait utiliser son argent pour se reconstruire, ce qu'a fait Hitler. Il a reconstruit l'Allemagne. Et puis il a surtout développé un système d'armement assez unique pour l'époque. Et puis donc ensuite, eh bien, ça a été l'offensive et l'Allemagne a été détruite. Voilà. Parce que en réalité, ce qu'a fait le dictateur allemand était ni plus ni moins qu'une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'il dépouillait les juifs, il dépouillait les tziganes, les francs-maçons, enfin tout ce qui lui tombait sur la main, et puis grâce à ça, il finançait la corruption et il finançait ses opérations. Grâce à l'arnaque des Volkswagen coccinelles, donc il faut savoir que les Allemands leur avaient dit vous payez tous les mois, dans 5 ans vous aurez la voiture. Ils ont payé pendant 5 ans jusqu'en 1938, 1939. Il y a eu des premières livraisons de Volkswagen. Le logo Volkswagen, quand vous le faites tourner, ça fait une croix gammée, c'est volontaire. C'est pour ça qu'ils en mettent jamais sur les roues. Et ensuite, ça a été la guerre, donc avec l'annexion de la Pologne, etc. Puis après la guerre avec l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne. Donc ça a été fini. Voilà. Donc, de facto, on aura une guerre civile avec les pays européens qui n'auront pas quitté l'Union européenne. Alors, il faut savoir que normalement, tout l'Est va repartir du côté russe. Ça sera leur avantage en matière de souveraineté, en matière d'indépendance nationale, en matière de finances. Ça serait mieux pour les pays de l'Est, maintenant qu'ils nous ont fait les poches et qu'on les a gavés d'argent européen et du contribuable français et qu'on a détruit la classe moyenne d'Europe occidentale. Vous allez voir que les pays de l'Est qui nous ont fait les poches vont retourner vers la Russie. C'est le système roumain. On vient en France pour faire des hold-up. Et s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je suis de la Roumanie, je suis de la Pologne, je suis l'électricien, j'y fais la manche. Au moins, le polonais, il travaille. Dans la plupart des cas, le roumain, non. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu des employés roumains, ils travaillaient très bien au demeurant, voilà. Mais bon, leur objectif, c'était pas de rester en France, c'était de retrouver en Roumanie et qui s'étaient exportés pour faire de l'argent. Il y a que moi qui vais vivre à l'étranger par amour du pays ou pour mes idées. Hein. Les gens, quand ils vont vivre à l'étranger, c'est pour l'argent. Hein. Voilà. Donc, comme nous dit Madame Bugeaud, on va arriver soit à une guerre civile avec une disparition de la France et l'annexion, ni plus ni moins par l'Union européenne, ou alors on va aller jusqu'aux élections et elles seront truquées. Alors, je vous ai dit pour les élections qu'il n'y avait pas énormément de scénarios. Il y a encore un an, j'étais convaincu de la réélection d'Emmanuel Macron. Voilà, donc on a le scénario Macron. Et pour faire élire Macron, il faut empêcher Le Pen d'aller au deuxième tour. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un candidat X, Y ou Z qui aille au deuxième tour. Et pour l'instant, ça serait monsieur l'Algérien Éric Zemmour. Juif apostat algérien Éric Zemmour, converti au républicanisme laïque français. Voilà, et qu'est-ce que j'ai mal au bras encore. Et donc on est dans un scénario de réélection d'Emmanuel Macron avec 17% des voix à peu près. Voilà, il a un assez bon indice de satisfaction. Il y a 41% des Français qui sont satisfaits de lui. Et je dois dire qu'on peut être satisfait de lui. Il a foutu l'économie par terre. Il a fait 600 milliards de dettes ou 400 milliards, non 600 milliards de dettes. Il a foutu le pays à feu et à sang. Les Français haïssent leur police, n'ont plus confiance. Il a supprimé 1400 lits dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a vendu des fleurons du capital français à l'étranger. Il est en train d'essayer d'ailleurs de le renationaliser par des sociétés écrans. Qu'est-ce qu'il a fait encore, monsieur Macron? Il a appliqué tout ce que lui demandait l'OTAN, puisque c'est un agent de l'OTAN. Tiens, encore un. Il n'est pas polonais, Macron, il est français. Sa femme est peut-être polonaise, j'en sais rien, faudrait voir. Voilà. Là, ça serait le pompon. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce soir avant d'aller dormir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Des questions. Ah oui, je voulais parler de la psychotronique. Alors, il y a des choses qu'on dit Jabba qui sont très intéressantes parce que c'est des choses qui viennent de la théosophie. Et ces histoires de la théosophie, on le trouve beaucoup chez les personnes de la psychotronique. Comme je vous ai expliqué dans le cours sur le bouddhisme, la noblesse, elle est vraiment obsédée par les mémoires.
Et la psychotronique par les mémoires et la création de mémoires artificielles, c'est ce qu'on appelle l'alter ego synthétique. Voilà, je vous reviendrai sur la psychotronique en complément. La psychotronique, elle sert à créer donc des alters synthétiques et tout ça, c'est basé sur la mémoire. Et alors donc la grande trouille des gens du psychotronique, c'est savoir quelle mémoire vous avez à l'intérieur de vous et quelle mémoire ils vont y coller. Voilà. Selon le niveau d'amplification des suggestions psychotroniques, soit vous allez être mis sous hypnose et vous allez obéir comme un bon petit robot, parce qu'il y a des encodeurs qui gèrent votre vie, que votre mari a des visions. Celle-là, elle est forte. Je peux te dire que celle-là, elle est forte. Enfin, au moins, ils ont réalisé qu'ils sont des pantins. Voilà. C'est incroyable. Enfin bon, c'est pas grave. On a remis, comme je fais d'habitude avec les pions, je les laisse faire. Et ça se retourne contre eux. Et ensuite, je les remets dans l'enveloppe et je les renvoie à l'expéditeur. Voilà. Donc, Jabba nous dit ta maladie c'est ton karma, c'est toi avec tes pensées. Alors c'est tout à fait psychotronique, c'est ta pensée qui crée la matière. Alors moi je vais penser une pièce de 5 € en or va apparaître dans ma main. Je le pense, je le pense, je le pense. Ah, elle est parue. Non, c'est la loi d'affinité, ça va l'attirer du cosmos. Ça c'est ce genre de croyance qu'ils ont. Évidemment quand on a des encodeurs qui supervisent, c'est plus facile de suggestionner un mec pour venir te les donner les 5 €. Voilà, en or, ou en argent, ou en fer, ou en ce que vous voulez. D'autre part, qu'est-ce que les idioties... Ah oui, l'homosexualité. Alors, le coït anal, ça fait mal. Mais c'est horrible, mec. Ça fait mal de se faire enculer. Ça rend fou. C'est pour ça que t'es fou, parce que tu te fais enculer. C'est ce qu'a dit Jabba. Ben non. Peut-être la première fois, ça fait mal quand on est jeune, mais demande aux femmes qui ont des rapports sexuels anaux, demande aux hommes qui ont des rapports sexuels anaux. Au contraire, ça masse la prostate et ça se donne ce qu'on appelle un coït anal avec un orgasme anal. L'être humain, l'homosexualité, elle est naturelle, elle existe dans la nature, et il y a plein de choses que fait l'être humain qui n'existent pas dans la nature et qui sont bien quand même. Donc la nature, c'est pas un critère. Il y a des choses dans la nature qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, et il y a des choses artificielles qui sont bonnes et sont mauvaises. Alors l'homosexualité, qu'elle soit artificielle ou qu'elle soit naturelle, eh bien pour moi, elle est bonne. Voilà. Pour toi, elle est mauvaise parce que tu as peur d'avoir mal. Bon, ben c'est ton problème. Voilà. Ça, c'est un des premiers aspects de Jabba, je vais aller dîner. Le deuxième aspect dans ce que dit Jabba, c'est qu'on enverrait des ondes. Vous savez, il dit, t'es homosexuel, mec, tu vas contaminer les autres. Voilà. Tu as des idées bizarres, mec, tu vas contaminer les autres avec tes idées. T'as un cancer, tu vas contaminer les autres avec tes idées. Alors là, vous êtes exactement dans les croyances des mecs de la psychotronique, qui sont généralement des croyances issues de la base intellectuelle des gens qui ont conçu la psychotronique, c'est-à-dire les nazis. C'est-à-dire que tout ce qui est à la base de la psychotronique occidentale, c'est que du nazisme. C'est-à-dire tous les éléments de l'idéologie nazie, vous la retrouvez chez les psychotronistes. C'est pour ça qu'ils m'ont toujours accusé d'être un nazi. Eh ouais. Ce qui est bien avec eux, c'est l'inversion accusatoire. Alors quand il y a des flics qui sont allés raconter que j'enculais des chiens, que j'enculais des gosses, enfin j'en ai toute une tartine dans mon dossier, imaginez-vous, puisqu'on est dans l'inversion accusatoire, ce que font réellement ces policiers-là et avec qui ils travaillent et le niveau de pathologie mentale pour aller écrire ce genre d'absurdité. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un du renseignement d'un pays et cette personne me disait, il y a des trucs ahurissants dans ton dossier, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Je lui dis, vous savez, c'est très simple, même quand c'est des témoins, soit ils sont suggestionnés, soit il y a un flic qui va les voir du renseignement et qui les menace, qui leur fait peur pour qu'ils disent ce qu'on leur demande de dire. Donc s'il y a une chose qui est pas fiable du tout, c'est deux choses qui sont pas fiables, c'est un, les témoignages, et deux, les hallucinations mentales des gens sous psychotronique, en particulier celles des policiers et des magistrats. Mais dans le monde où on est de création d'alters synthétiques par la psychotronique, vous pouvez dire adieu à tout ce qui était l'état de droit. Tout. Le principe d'innocence, la neutralité des magistrats, le professionnalisme des policiers, tout ça, vous pouvez complètement oublier. Tout n'est que ubuesque. C'est une comédie dans le style des procès staliniens. Voilà. Moi, j'ai vu à Luxembourg, les faits ne les intéressent même pas. C'est parce que le juge que j'ai eu en appel était le fils d'un premier ministre, d'un ancien premier ministre, et qu'il a regardé mon dossier de près et qui s'est attaché aux faits
parce que sur les 10 000 pages, il y avait 30 pages de faits, et tout le reste c'était des hallucinations mentales, des on-dit et des témoignages plus ou moins variés. Quand les gens témoignaient à ma faveur, ils voulaient pas les entendre. Et quand les gens ne témoignaient pas, et les gens ne m'aimaient pas, avaient des comptes à régler avec moi, et bien alors là c'était monté en épingle à cheveux, etc. Et puis comme par hasard, on retrouvait tous les trucs de l'enquête montés en épingle à cheveux, voilà. Voilà, est-ce que Pascal met les gens sous hypnose? Est-ce qu'il est sadomasochiste? Qu'est-ce que j'ai eu encore comme question? Ouais, généralement, l'hypnose et le sadomasochisme, c'est un truc qui les passionne, figurez-vous, dans le renseignement. Parce qu'évidemment, qui met sous hypnose, c'est les gens de la psychotronique, de la DGSE comme de la DGSI. Et quelles sont les personnes qui sont de véritables sadiques? Évidemment, c'est eux. Et en plus, compte tenu qu'ils se le font en plus les uns sur les autres, ils sont en plus masochistes. Donc ne vous inquiétez pas s'ils disent de moi que je mets les gens sous hypnose et que je suis sadomasochiste. En réalité, ils parlent d'eux-mêmes. Mais cette accusation-là, elle est répétée en boucle. Et d'ailleurs, Raymond Witowski s'est trouvé très intéressant dans son récit de prendre des éléments qui étaient dans mon dossier français. Et ça a été fait tellement scolairement, parce que Raymond Witowski, il est scolaire. Voilà. Il fait tout scolairement, vous l'avez vu, voilà. Avec beaucoup de sentiments et de cœur et de calme. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est normal. La psychotronique, ça rend comme ça. Voilà. La psychotronique, ou ça rend comme un zombie sans sentiment et froid, ou alors ça rend agité, avec des crises classiques, c'est-à-dire des coups d'énervement. Voilà, quand ça vous arrive, c'est que vous êtes sous hypnose, sous alter synthétique. Voilà. De toute façon, maintenant, c'est pratiquement impossible d'y échapper, même au fin fond de la nature. Là, il va falloir s'habituer ou en mourir. Voilà. Ou prier Dieu pour qu'il nous envoie un djinn. Voilà. Encore une chose dont je voulais vous parler, la magie noire. Ça, c'est une accusation. On m'a toujours dit que je faisais de la magie noire. Pourquoi? Alors il faut savoir que le roi Salomon, il commandait à des démons, à des djinns. Il faut savoir que Jésus, c'est une accusation qu'on avait fait à Jésus, de faire des commerces avec les démons. Or, il est chassé, les démons, Jésus. Plusieurs fois, il l'a montré dans les évangiles. Le prophète Mohammed aussi. Et dans l'islam, on sait qu'il y a des djinns qui sont croyants et qui nous servent au niveau subtil. Or ici, on a une religion à laquelle vous avez assisté. J'ai mis des images exprès par pure provocation. C'est comme quand je dis fatwa. Je suis persuadé qu'il l'interprète comme menace de mort. Pourquoi j'emploie le mot fatwa? Parce que je veux qu'il montre ses a priori sur l'islam, son inculture et sa méconnaissance totale de notions très très simples de l'islam, comme ce qu'est un avis juridique. Donc en fait, quand vous voulez montrer que quelqu'un est un imbécile et qui répète toutes les imbécilités du système, il suffit de lui donner de l'eau à son moulin, il va partir dans son délire. C'est comme ça que je me suis même retrouvé. Alors pour avoir donné de l'argent à une association caritative musulmane qui vient en aide aux enfants à la frontière de la Jordanie et de l'Irak ou de la Syrie, des enfants qui vivent dans des tentes, je financerais une organisation terroriste. Voilà. C'est exact. J'ai eu ça à Luxembourg tout le temps et j'ai ça dans tous mes dossiers de toute façon. Donc quand vous prenez mon dossier de renseignement, ça vous renseigne pas sur moi, ça vous renseigne sur les pathologies mentales des gens qui tiennent ce genre de dossiers illégaux d'ailleurs. Voilà. Donc on est vraiment dans un système qui, vous allez le voir, si vous croyez qu'il va avoir de l'ordre avec le nouvel ordre mondial, il est absolument l'inverse de l'ordre. Même avec de l'intelligence artificielle au-dessus, vous allez voir le bordel que c'est. Tout simplement parce que les gens qui sont tout à fait en haut, c'est-à-dire la reine d'Angleterre et 12 familles, sont les pires crapules de toute l'histoire de l'humanité. Attila, Gengis Khan et d'autres barberousse sont à côté des enfants de cœur. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure. Et puis voilà, j'ai retrouvé mon petit chéri. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.